Donc, dernière table ronde avant de recevoir le Premier ministre. De continent à continent, les innovations en santé, l'Europe vers l'Afrique et vice-versa. Et j'appelle à la table ronde, j'ai mon papier, le voilà. Madame Diane Gashumba, qui sera en vidéo, la ministre de la Santé du Rwanda. Charlie Graham Brown, Maïmona Ndour Mbaye, François-Xavier Albouy, qui était déjà là, Lionel Zinsou, qui a atterri, mais est en route, on espère qu'il arrivera à l'heure, et Richard Villet. Voilà, tiens, tu viens là. Est-ce que l'on peut avoir la connexion avec le Rwanda ? Madame Diane Gashumba revient de New York. Elle a eu la gentillesse, avec le décalage horaire, d'être quand même présente. Nous l'espérons que la connexion marchera. Juste pour vous dire que le Rwanda, pour ceux qui ne le savent pas, est un des pays les plus actifs en Afrique dans le domaine du numérique notamment. C'est un pays qui est le double de l'Île-de-France. Tout petit pays, avec 12 millions d'habitants, une énergie folle, et déjà Harvard, Johns Hopkins et Yale sont là-bas. Et nous, on est toujours à Paris. Voilà. Alors, je voudrais faire, en attendant que la vidéo arrive, je voudrais faire juste une introduction pour vous rappeler que je connais très bien le Rwanda. Il se trouve que j'y étais en 73, que j'y ai passé plusieurs mois, et que ce pays a eu la misère que vous avez connue. Et je trouve ce qui est le mérite de, j'espère qu'on va la voir maintenant rapidement, de Madame Gashumba, ça a été de sortir d'une misère totale et de supprimer les problèmes raciaux qu'il y avait entre Tutsi et Hutu. Je le dis avant qu'elle le dise, peut-être, je ne sais pas comment elle présentera. Et donc, juste à côté de Kigali, après avoir été ministre de la Santé, elle a créé un hôpital qui est absolument extraordinaire. Et j'espère qu'elle va nous en parler rapidement, parce que c'est une réussite. Et je voudrais qu'on lui pose comme question quelles sont toutes les difficultés qu'elle a eues, à la fois politiques et financières, puisqu'elle, elle a réussi. Bien sûr, bien sûr. Mais sinon, en attendant, on va demander à Maïmona Ndour Mbaye, qui est professeur de médecine interne au CHU de Dakar et qui a aussi mis au point toute une transmission, une télémédecine bien avant la nôtre dans les villages du Sénégal. Alors dites-nous, racontez-nous comment ça fonctionne dans cette Afrique qu'on aime tant. Alors il s'agit du programme M-Diabète. Et je rectifie tout de suite, ce n'est pas moi qui l'ai mis au point, puisque M-Diabète fait partie d'un programme mondial qui s'intitule le Be Healthy, Be Mobile, et qui est une initiative conjointe de l'OMS et de l'Union internationale des télécommunications, consistant à mettre à profit la pénétration du téléphone mobile pour améliorer la prise en charge, la prévention et la prise en charge de maladies chroniques telles que le diabète sucré. Alors, c'est le gouvernement du Sénégal qui s'est engagé à mettre en application ce programme Be Healthy, Be Mobile au Sénégal en prenant comme exemple le diabète sucré. Et moi, je ne fais que coordonner le programme avec beaucoup de passion, certes, parce que ça m'intéresse énormément. Alors, ils viennent de partout ? Des villages, des petites villes, comment ça se passe? Ils ont leur portable et ils suivent leur glycémie. Racontez-nous en pratique. Il faut savoir que la pénétration de la téléphonie mobile en Afrique, et particulièrement au Sénégal, cette pénétration est supérieure à la moyenne régionale en Afrique subsaharienne. Elle est estimée à 107% en 2017. Ah, on a deux portables. Deux portables, 1,92 SIM card par abonné unique. Et donc, ces portables, on les trouve... Vous n'êtes pas du tout intervenu financièrement pour la distribution des portables. Quelles ont été les difficultés pour monter votre programme? C'est-à-dire, le projet a été fait, vous l'avez très bien dit, pas par vous, puisque vous êtes médecin, mais les informaticiens qui ont mis au point donc, ce programme et cette application sur leur portable a été distribué. Comment vous l'avez répandu? Quels ont été vos moyens publicitaires? Est-ce qu'on a eu besoin d'argent? C'est ça qu'on aimerait un peu connaître. Et quels sont les apports que vous avez pu avoir de financiers éventuels? C'est ça qu'on aimerait peut-être avoir de plus précisément, en dehors du fait qu'on sait que vous traitez très bien les diabétiques, puis vous nous donnerez peut-être des sanctions. Le programme est pour l'instant financé, puisque c'est au stade de projet jusqu'en fin 2018 par l'OMS, l'Union internationale des télécoms et le gouvernement du Sénégal. Et donc, la plateforme a été à l'origine mise à notre disposition gracieusement par Alcatel-Lucent, qui n'existe plus à l'époque. Et donc, cette plateforme étant mise en place, nous avons fait de la publicité. Et les opérateurs téléphoniques ont accepté de jouer le jeu en diffusant gratuitement à tous leurs abonnés des messages pour les encourager à adhérer à ce programme. Nous avons mis en place également un numéro vert et également des fiches d'inscription dans tous les centres de santé du Sénégal. Donc l'inscription était volontaire et nous avons une mise à jour régulière de la base de données. Nous avons commencé avec 1779 abonnés, nous avons passé le cap des 200 000 en 2017 et nous
espérons pouvoir passer à l'échelle en 2019. Ouais, Alors, il y a, pense, pardon, Guy, qu'on vas-y. pourrait- tu as Il y a quoi? tu as On voudrait l'application savoir, ou voilà, pas on voudrait- il encore y a quoi sur le téléphone? Je fais quoi avec mon machin dans mon village? Celui qui est inscrit reçoit des messages tout simples, 170 caractères, pas plus. Un message, tweets. voilà, des tweets sur un aspect relatif au diabète sucré, à la prévention, à la prise en charge du diabète sucré. Et je donne un exemple patent, celui qui nous a le plus marqué, c'est pendant la période du Ramadan. Pourquoi le Ramadan? Parce que c'est une période critique. Nous sommes un pays à 90% de musulmans qui s'entêtent à jeûner malgré les contre-indications médicales. Nous nous sommes mis comme objectif de les accompagner en commençant bien avant le Ramadan, en donnant des messages de prévention, en les alertant sur les risques qu'ils encourent à jeûner. Quand le Ramadan a commencé, nous les avons accompagnés pendant cette période en donnant des messages simples. Ce sont des questions finalement toutes simples. Quand est-ce qu'il faut prendre le médicament? Est-ce qu'il faut le rattraper lors de la rupture? Et nous avons accompagné pendant toute la période du Ramadan et jusqu'après. Et nous avons évalué. Et la satisfaction était à plus de 95%. 100% des abonnés se sont dit prêts à recommander le programme ou alors à s'inscrire pour les modules ultérieurs, ce qu'ils ont fait. Vous n'avez aucune donnée biologique sur ce programme. Ils ne font pas de tests de glycémie au doigt. Ça a été un enjeu majeur puisque l'OMS a dit c'est très beau, toutes vos statistiques sur le nombre d'inscrits, sur le nombre de SMS envoyés, mais nous, il nous faut des preuves cliniques. Ah oui. Qu'à cela ne tienne, nous avons fait un essai clinique randomisé où nous avons comparé des sujets qui avaient reçu des SMS à ceux qui n'en avaient pas reçu. Et nous nous étions fixé un objectif modeste de 0,25% de réduction d'hémoglobine glyquée. Nous avons atteint le double sur 200 patients. Et ceci a été confirmé par une autre étude qui a été menée en Nouvelle-Zélande chez des diabétiques insuffisamment équilibrés qui ont reçu ce même programme de soutien à travers des SMS, des messages de rappel des rendez-vous, des messages de rappel des médicaments à prendre et les mêmes résultats. Donc ceci peut-être demande à être confirmé par des études de plus grande envergure, mais en tout cas c'est très encourageant pour l'instant. Bon, mais qu'est-ce qu'on prend de baffe à Cham entre le Danemark et le Sénégal? Alors, je me tourne vers Oh là 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 là! Je me tourne vers toi, Guy. Je me tourne vers Guy et je lui dis peut-être que c'est grâce à vous qu'on pourra peut-être réduire le coût du diabète en France avec des applications. Donc on est le modèle même de ce qu'on appelle dans notre jargon l'innovation inversée. Et ça, je crois que vous avez déjà parlé de ça une fois. Je trouve que c'est un modèle qui peut être économique différent du nôtre et qui peut peut-être s'appliquer ici. Oui. Alors puisqu'on parle d'économie, on a vu on a vu une image de est-ce que le Rwanda est connecté? Bien, nous continuons. Quand vous serez connectés, vous nous le direz. On continue. Pardon, je t'ai interrompu. Non, mais on peut peut-être demander à M. Graham Brown quelle est son opinion vis-à-vis de ce... Là, il y a une start-up qui n'a pas existé vraiment puisqu'elle a été payée par Alcatel et qu'ils n'ont pas dépensé d'argent. Mais s'ils avaient eu besoin d'argent, quelle aurait été un peu l'attitude de votre groupe et comment vous voyez les investissements dans les start-up en Afrique notamment, puisqu'on limite notre débat ce soir, non pas à l'ensemble des pays émergents, mais à l'Afrique. Très bien. Ouais. Peut-être il faut que je présente dise ce qu'on fait oui, déjà. Exactement. Vous êtes une très belle... Voilà. On n'est pas tout à fait normalement dans ce domaine du médecin. Donc, SeedStars est un groupe suisse fondé avec le but d'avoir un impact dans les pays émergents en utilisant l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, on fait toutes sortes de programmes pour essayer d'aider les entrepreneurs. Donc, votre cas, c'est un peu différent parce que c'est un start-up. Mais c'est un vous aurez pu qui est fondé dans le ministère. Donc, normalement, c'est les start-up indépendants avec qui on travaille, donc avec toutes sortes de programmes, des programmes d'accélération, les formations, les trainings, et ensuite l'investissement. Donc, on fait ça en Afrique, mais aussi en Latin America, en Moyen-Orient, en Asie. Donc, ouais, je suis tout à fait encouragé à entendre que le support du gouvernement a fait quelque chose, a fait un pas pour cette nouvelle technologie. C'est exactement ce qu'on essaie de soutenir. Bien sûr, ça doit être un projet indépendant dans lequel on peut investir. Aujourd'hui, c'est un marché en Afrique, en général, pas juste dans le health, qui grandit très vite pour les investisseurs. Donc, c'est parmi toutes les régions qu'on couvre, le taux d'investissement ou le nombre de transactions qui sont faites au niveau seed stage, donc dans les startups seed, Series A, Series B, ça grandit à plus que 50% par an. Donc pour nous, c'est un bon moment d'être là. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de stakeholders autour de nous qui aident. Ce n'est pas que nous qui peut faire le travail. Donc c'est encourageant en tout cas.
Et je crois que vous leur remettez des prix, d'après ce que j'ai compris, et des récompenses. Le prix est avant. Vous donnez l'argent avant, vous donnez l'argent quand vous donnez le prix. Je n'ai pas très bien compris quel est votre fonctionnement. Comment vous recrutez les gens qui vous intéressent? Donc le concours, c'est un des initiatives qu'on opère. Donc en faisant un concours maintenant dans 80 villes, un peu partout dans le monde, on essaie de juste récolter des idées, rencontrer des nouveaux startups. Et c'est un processus où chaque année, on reçoit plus que 6000 applications, donc 6000 entrepreneurs qui postulent pour la compétition. Et petit à petit, on arrive à un gagnant par pays. Donc ça peut être dans tous les secteurs, ça peut être dans le health, ça peut être dans le fintech, dans le edtech, dans le agtech, dans tous les secteurs. Vous n'avez jamais eu de gagnant dans la santé encore? Pas encore, non. Bon, c'est l'occasion. Pas encore. On a eu des gagnants par pays, mais pas au niveau international, donc dans les niveaux locaux, ouais. Maïmouna, vous avez d'autres expériences au Sénégal sur les accouchements, sur la vaccination de ce type, avec la télétransmission et le portable africain? Peut-être pas d'aussi grande envergure que le M-Diabète, mais il existe beaucoup d'initiatives locales qui demanderaient à être fédérées d'ailleurs, dans le cadre du e-gouvernement du ministère de la Santé, parce que ce sont des actions qui se sont révélées être efficaces et qu'on a observées également dans d'autres pays. Voilà. Pour l'instant, à part le M-Diabète, il y a une autre action qui a été développée par une start-up sénégalaise qui a d'ailleurs gagné un prix de la Fondation Pierre Fabre, qui consiste à récupérer des médicaments inutilisés pour éviter des dépenses inutiles des familles qui n'en ont pas toujours les moyens et l'utilisation de médicaments périmés parce que à moindre coût ou alors des faux médicaments qu'on trouve sur le marché. Et cette start-up donc, a développé, via toujours le téléphone mobile, les abonnés s'inscrivent et donc gagnent des points chaque fois qu'ils ramènent des médicaments dans des sites dédiés où il y a un pharmacien qui contrôle la date de péremption du médicament et les conditions de conservation. Et il y a une sorte d'échange entre les abonnés qui peuvent donc s'échanger des médicaments inutilisés sans avoir à débourser de leur propre poche pour les utiliser. Encore une sacrée idée. Si vous savez les tonnes de médocs qu'il y a dans nos boutiques, dans nos salles de bain qui traînent, mais c'est bravo. Une autre question, est-ce qu'on a le Rwanda d'abord? Parce que ce serait bien qu'il rebondisse sur le Rwanda. Ils vont nous le dire. Je vais juste vous poser une question avant qu'on donne la parole. Est-ce que pour vous, la télémédecine, puisque vous avez dit qu'il y a à peu près un téléphone et demi presque ou un téléphone un quart par habitant, est-ce que vous croyez que la télémédecine que nous on développe peut être une bonne utilité en Afrique et en particulier dans les pays reculés où vous avez le même problème que nous, qui sont les problèmes de déserts médicaux? En France, on va peut-être résoudre un peu les déserts médicaux. On a augmenté le numerus clausus, mais ce n'est pas le problème du jour. Mais les déserts médicaux resteront pendant un moment. Est-ce que vous avez l'impression en Afrique qu'il y a déjà, dans certains dispensaires, des consultations qui peuvent se faire par le biais de la télémédecine? Et moi, je pose à ce moment-là une question. Est-ce que vous pensez que nos programmes de télémédecine, qui sont peut-être trop sophistiqués, auront une application chez vous ou pas? Comment vous voyez ça? Je pense déjà qu'il n'est pas envisageable de transposer ce qui se fait en Europe. C'est beaucoup trop complexe, à mon avis. Nous avons besoin de commencer par la base avec des solutions simples et pas aussi coûteuses. Nous n'avons pas les moyens de nous permettre cela. Cette télémédecine a déjà commencé en Afrique. Si au Cameroun, on observe la téléophtalmologie, télé-ECG, télé-échographie. Moi-même, j'ai une expérience avec le pied diabétique, de consultation à distance pour donner mon avis sur la prise en charge d'une plaie de pied diabétique et de conseiller sur l'utilité de l'amener dans un centre spécialisé ou pas. Donc, cette télémédecine existe bien et c'est un des objectifs dans la continuité du M-diabète. Nous voulons passer à de la téléconsultation et mettre en œuvre également cette télémédecine. Jean-Jacques-Xavier. Oui, non, c'est passionnant. Et on voit bien que l'Afrique ne manque pas d'initiatives, de start-up, d'intelligence économique et d'initiatives. Mais tu as prononcé le mot important, il faut fédérer tout ça. C'est-à-dire qu'entre une économie qui fonctionne et une économie de marché et qui lève des capitaux et qui développe assez classiquement, et des myriades d'initiatives, toutes splendides et toutes formidables, on n'arrive pas à sortir du problème fondamental. Et pour moi et d'autres qui ont été en Afrique, le problème fondamental, c'est le manque de liquidité, c'est le manque de cash, c'est le manque d'argent auprès de la demande. Et c'est ça, c'est pas le problème de l'offre de soins. Parce qu'en Afrique, l'université de Dakar, c'est une des 4 à 5 meilleures universités du continent, et ça, c'est quand même quelque chose qu'on a fait. Enfin, c'est vrai, c'est une vieille histoire, c'est probablement la plus vieille d'Afrique subsaharienne. C'est une très bonne université, elle est si bonne que
les Marocains, pour échapper à leur numerus clausus, vont faire des études à Dakar. Donc mais le problème, c'est que les médecins, à part toi qui es une véritable héroïne, les médecins qui ont été formés dans ces universités, ils vont en Europe ou ils vont dans des cliniques privées. Ils ne vont évidemment pas au village, parce qu'au village, il n'y a pas d'argent. Donc, ils ne seront pas payés, ils ne pourront pas mettre leurs enfants à l'école, et etc., ainsi de suite. Donc, le problème numéro un, c'est de solvabiliser la demande de santé, quitte à distribuer des bons d'achat en matière de santé, etc. C'est un peu, d'ailleurs, l'expérience du Rwanda, mais elle va le décrire. C'est une expérience qui est extrêmement importante, et je crois que le bon modèle pour l'Afrique, c'est encore une fois un modèle assurantiel, et c'est un modèle d'assurantiel qui devrait s'inspirer de l'expérience qui a été tentée en Inde, dans le Tamil Nadu ou en Indonésie, de ces fameux modèles de concurrence régulée, où l'État garde une position forte pour définir le panier de soins, les tarifs, etc. Et il y a besoin de ça, bien évidemment, mais où il confie la gestion de l'assurance santé locale à des mutuelles ou des compagnies d'assurance. Et c'est quelque chose qui peut avoir un effet très rapide en Afrique. Il faut se souvenir que l'Afrique, d'abord, c'est les Afriques, parce que c'est tellement différent d'un pays à l'autre qu'on ne peut pas. Mais c'est 50%, je crois que c'est 25% de la morbidité mondiale, 50% du décès maternel et infantile. 50%. Avec 3% des personnels de santé. Exact. Et 4% du PIB mondial. Donc, il n'y a pas de doute que là où il faut agir, c'est donner de l'argent au village. Et moi, ce qui m'a frappé, comme tous ceux qui y ont été, et il y en a dans la salle d'ailleurs, Claire Ray, avec qui on a développé des programmes de santé en Côte d'Ivoire, etc. Quand tu vas au village, tu vois qu'au village, il est dans la mondialisation. Le téléphone, c'est Orange, l'essence de la mobilette, c'est Total, les chaussures du gamin, c'est Reebok. Le village, il est dans la mondialisation. Mais il ne reçoit que ça. Et jamais on ne lui renvoie quelque chose. Il est absolument urgent d'utiliser ça pour monter des systèmes de protection sociale en Afrique. Et évidemment, on a besoin pour des raisons triviales en Europe, parce qu'un père de famille qui a un enfant qui est malade, il traverse la Méditerranée pour la soigner. 15 milliards d'euros sont envoyés par les Africains européens vers l'Afrique subsaharienne, essentiellement pour des raisons de santé. Ces 15 milliards permettraient à eux seuls de créer un système d'assurance qui assurerait des régions entières en Afrique. Et machin. Donc on est dans un problème de branchement de tuyaux. Et on est aussi dans un problème de considération du prix de la vie humaine, qui, moi, m'a beaucoup frappé au Rwanda, pour faire la transition avec Madame le ministre. C'est quand tu arrives à Kigali, c'est absolument extraordinaire. C'est la seule capitale africaine. Tu as, comme partout, des gamins à mobilette. Ils ont tous un casque. Mais ça, c'est formidable. Ils ont tous un casque sur la tête. Et ça, c'est un véritable bonheur, parce que c'est obligatoire et puis que c'est respecté. Les cantonniers ont des trucs fluorescents, etc. Et tout ça. Il y a une considération pour le prix de la vie humaine qui est la bonne nouvelle du Rwanda, après les avanies qu'accueille ce pays martyr. C'est la grande bonne nouvelle du Rwanda. Et ils ont réussi un truc incroyable pour un pays africain. 92% de la population est assurée sur la santé et accès aux soins. Et une fois qu'on a développé ce système, les choses s'embrayent. Et évidemment, comme c'est une page blanche, l'innovation technologique, elle va très vite. Donc, au Rwanda, on sait tous que les drones transportent des médicaments ou des échantillons pour l'analyse biologique entre les différentes, puisque c'est un pays de montagne, de collines, que les drones servent à que ça. Alors évidemment, c'est bluffant, mais c'est simplement parce que c'est solvabilisé, parce qu'il y a un système qui a été créé et qui doit... J'aimerais bien avoir les chiffres, et vous avez raison, c'est une vraie question. Combien ça coûte par habitant et par an? Et c'est pas cher. C'est-à-dire que 80% de la médecine utile, pas la médecine de demain, mais la réduction des fractures, maladies infectieuses et parasitaires, enfin, l'obstétrique 24 sur 24 et 7 jours sur 7, c'est 80% des causes de mortalité en Afrique. Et ça, il y a des études de la Banque mondiale, etc., qui montrent que ce n'est pas cher, c'est totalement accessible. Alors évidemment, ce n'est pas l'hôpital Jean Pompidou à côté de la primature, mais c'est accessible. Voilà. Mais vous nous disiez que vous n'aviez pas l'argent pour utiliser des instruments sophistiqués, mais on n'en a pas besoin. Moi, j'aimerais bien que nous vendiez vos instruments rustiques de communication. Ils tiendraient bien mieux la route. Nous, on a des outils qui ont des milliers de fonctions dont on utilise 3%. On nous enfume avec des appareils hyper compliqués. On aimerait bien avoir vos outils. Donc c'est ça l'inverse, le reverse. Hein. Vous ne voulez pas m'en donner un ? Je dois vous avouer, professeur Valencien, que j'ai été surprise de l'intérêt porté à notre modeste programme par des pays au système de santé réputé aussi performant. J'ai été longtemps admiratrice, fascinée par le système de santé français. Puis je me suis rendu compte
progressivement, et encore plus depuis ce matin, de la complexité et de toutes les lourdeurs Ah, merci. Ce n'est pas une critique. Non, mais si, c'est- on ne la prend pas du tout Mais on comme la une prend pas critique, comme- C'est juste comme un envoi. Voilà, c'est juste un constat. Et je me dis Voilà que, la ministre qui va être là. Allez-y. Voilà. Non, je vous en prie. je me dis que finalement, ce qui rend notre programme si attrayant, c'est peut-être sa simplicité. Exactement, Sa simplicité. exact. Mais C'est bravo. simple, c'est efficace et c'est pas coûteux. C'est une belle leçon. Est-ce qu'on peut être en contact avec Madame Diane Gachumba, la ministre? La ministre est figée encore. Oui. Allô, allô. Bon. Eh bien, nous poursuivons en attendant que la communication s'établisse. On n'a pas de chance avec les ministres Oui, et la alors, vidéo pour- aujourd'hui. pour, Voilà. Alors, Pour reboucler avec le programme Oui. de Tajoura, enfin d'aujourd'hui, qui est l'Europe, c'est là où il y a besoin d'une initiative en matière de santé, Europe-Afrique, qui soit ambitieuse à l'échelle de ce que peut faire l'Europe et à l'échelle de la proximité entre l'Europe et l'Afrique. Et j'en veux pour preuve que dans ce débat sur le prix de la vie humaine ou du prix des données dont nous parlait un intervenant précédent, Koenig, du prix des données, il y a probablement là un levier pour créer un partenariat de moyen long terme sur les questions de santé en Afrique. Mais pas toujours en mettant de l'offre en avant, mais surtout en solvabilisant la demande pour que la demande puisse acheter de l'offre qui lui convient, qui lui conviennent. Et donc, je suis un peu monomaniaque, mais il est évident qu'on a besoin de systèmes d'assurance et de mutualisation. Et on sait, dernier point, puis après j'arrête, et on sait que la sécurité sociale en Afrique, telle que les Français ont voulu la faire en Afrique de l'Ouest et ont influencé des générations d'élites africaines sur le sujet, malheureusement, ça ne marche pas, Et les puisque tontines ça a créé le système informel. C'est-à-dire que la sécurité sociale existe pour les militaires, les fonctionnaires et les salariés des sociétés étrangères qui sont obligés de cotiser. Puis tout le reste de la population n'a rien et ne cotise pas. Et donc, on est dans ce enfin, ils mirage cotisent entre eux. On est dans les tontines familiales Voilà. et de villages. Attends, Oui. il y a une sacrée Et les sécurité 15 sociale milliards envoyés par la famille. locale. On Oui. est dans le local. Hein. Et des tontines locales. Non Oui, absolument. voilà. Il y a un dernier cette point qui est très solidarité. important, c'est que la génération du smartphone et des téléphones au village fait que l'Afrique est aujourd'hui dans une schizophrénie existentielle incroyable. C'est-à-dire que les conditions de santé sont ce qu'elles sont, mais je vois sur mon smartphone comment on vit en Europe ou aux États-Unis. C'est-à-dire que la nièce qui est trader à Wall Street, eh ben, elle voit la tante mourir en couche parce qu'on a fait n'importe quoi au village. Et ça, c'est une réalité schizophrénique qui ne va pas durer longtemps. C'est pas possible. Il y a quelque Je chose. voudrais profiter pour faire une remarque, si vous voulez, là, en tant que chirurgien, vous parler un petit peu de ce qu'on appelle la chirurgie essentielle, parce que je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé. C'est-à-dire, vous l'avez très bien dit, on meurt en couche de façon invraisemblable. On meurt, enfin, en Afrique, c'est pas le problème de la survie des cancers avec métastases hépatiques, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est, vous le dites très bien, c'est la mortalité infantile et de la mère et de l'enfant, c'est la peine de mourir d'une appendicite au fin fond parce qu'on ne peut pas vous rappeler. Et donc il y a toute une procédure essentiellement pour le moment au Bénin, mais je crois qu'au Sénégal, c'est-à-dire de former, si vous voulez, alors là il y a besoin d'argent et on ne donne pas du tout d'argent à ça, de former des médecins généralistes ou voire des super infirmiers, etc., à faire des gestes élémentaires de chirurgie qui sauveraient. Alors on a fait des calculs, ça sauverait un nombre de personnes. Ouais. Et là, c'est des apports économiques qui sont 3 fois rien, si vous voulez. C'est difficile de faire ça parce que l'argent qui part souvent sur des énormes projets et elle n'est pas faite pour ces choses-là. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais... Cela s'appelle les soins obstétricaux d'urgence. Effectivement, les médecins généralistes et parfois des infirmiers ont été formés à pratiquer des césariennes. Ça peut choquer quand on est dans un monde hyper développé, mais ça a sauvé beaucoup de vies en Afrique. Oui, bien sûr. Et c'est essentiel. On a formé des matrones. Ce sont des agents qui sont issus de la communauté, qui n'ont pas de niveau d'éducation élevé, qui parlent juste la langue locale, mais qui ont la confiance de la population et qui ont pu également sauver des vies. Nous utilisons beaucoup les agents de santé communautaire également pour faire des gestes simples de dépistage et nous leur apprenons à quel moment il faut référer vers un niveau supérieur quand le besoin se pose. Il y a un point qu'on n'a pas souligné, pas évoqué, mais qui est très important ici, puisqu'il y a une forte sensibilité en Europe. La natalité, la fécondité africaine qui est très élevée. Dans les pays les plus pauvres, le Mali, c'est 7,5 enfants par femme, le Burkina est pas loin, le Niger, c'est terrible, etc. Il y a peu de choses qu'on sait en économie, mais alors vraiment très peu de choses qu'on sait. Il y a un truc qu'on sait qui est tangible, c'est qu'une fois qu'on a un système de protection sociale qui tient la route, la fécondité en moins d'une génération, elle descend, elle crunch complètement. Et ça, on l'a observé dans beaucoup de pays, dans beaucoup de situations. C'est donc aussi une urgence absolue pour ça.
Est-ce qu'on a un contact? Allô, allô, le Rwanda? Elle est au Rwanda ou aux États-Unis? Elle est au Rwanda. Toujours pas. On continue. Quelles sont vos priorités au-delà de ça, les grandes priorités que vous voyez au Sénégal en matière de santé? Vous seriez la ministre. Allez. Tout est priorité chez nous. Oui, Non, je sais, mais vous êtes obligé de choisir en fonction de vos budgets. Et vous iriez sur quoi? Si je reste sur le programme M-Diabète, qui nous retient aujourd'hui, le gros défi actuel, c'est la pérennisation. C'est La pérennisation. La pérennisation. Parce qu'on le sait, les projets de santé, les projets d'aide au développement, les projets d'aide à la santé viennent pour initier, mettre en place l'investissement initial, mais n'ont pas vocation de pérenniser le projet. Pour M-Diabète, dans le cas particulier de M-Diabète, le gouvernement et ses partenaires supposaient prendre le relais à partir de 2019. C'était 2018, le projet a été prolongé jusqu'à fin 2018 et à partir de 2019, il faut prendre le relais. Mais il reste à trouver un modèle économique viable et durable qui permettra, il faut des structures adaptées. Voilà, de pérenniser ce Sinon, projet-là. on restera toujours au niveau de l'expérience gadget. actuellement. Et tu vois, là, on fait plein de choses. Tout le monde fait plein de choses dans tous les coins. Puis, tu as raison, ça ne se développe jamais. Malheureusement. C'est du sable, c'est de l'eau versée sur le sable en permanence, C'est etc. malheureux. Et on a besoin de structures économiques, d'un modèle économique et social stable. Et ça, je pense que c'est quelque chose que le Rwanda a réussi et que l'Europe pourrait inciter en Afrique. Et puis après, il y aura des investissements, des bonnes volontés, des tas d'initiatives, des tas de choses. Mais il faut qu'il y ait déjà l'infrastructure de financement et encore une fois de solvabiliser la demande. C'est de donner des coupons d'achat aux femmes. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce qu'il y a une chance que votre projet soit une société indépendante un jour? Est-ce qu'il y a un objectif ou une idée ou une possibilité que ça peut se faire? Je pense que le gouvernement ne demanderait que ça. Le gouvernement encadre en mettant en place les politiques, la réglementation, en réglant toutes les questions d'interopérabilité, mais s'il y a quelqu'un qui peut financer, une structure qui peut financer ce projet, je pense que ça déchargerait beaucoup le gouvernement qui serait prêt à lâcher, effectivement, tout en gardant un œil pour réglementer tout ceci. Est-ce que les projets internationaux, genre OMS ou autres, au-delà de l'argent mis, vous sont efficaces? Parce que moi, je me souviens au Niger, lorsque j'étais au Niger, il y avait le plan anti-bilharziose. Et donc, on avait proposé des chaussures. Mais les Nigériens, ils marchent pieds nus parce que les chaussures, c'est cher. C'était les instruments des Blancs. Et donc, quand ils passaient dans les mérigots, ils mettaient les chaussures sur la tête. Ce qui fait qu'on ne protégeait absolument pas. On n'avait pas pensé que la tradition était différente. Donc, on avait injecté tout un plan avec des réunions en smalto dans les hôtels de New York et tout ça, entre grands fonctionnaires internationaux. Et on se trouvait confronté à l'ineptie d'une connaissance profonde des traditions. Est-ce que vous l'avez vécu, ça aussi, ce genre d'erreur? Nous l'avons vécu plusieurs fois. Ah, Beaucoup de projets de santé ont échoué parce qu'ils n'ont tout simplement pas pris en compte la composante culturelle. Mais voilà. Il faut que la demande, mais surtout la solution, vienne des populations locales. Voilà. Il faut qu'elle s'approprie le projet, faute de quoi elle a toutes les chances de mourir. Je voudrais vous poser une question qui est en frontière de votre pays, parce que je crois que dans votre pays, il n'y a pas de problème avec les médicaments, le coût des médicaments. Vous savez qu'au Mali, ce sont les patients qui payent leurs médicaments, notamment quand on opère, et on ne peut pas opérer parce qu'on leur demande de venir avec leurs fils et leur matériel. Est-ce que vous êtes totalement... Alors, je m'excuse de vous poser une question de chirurgien, parce que vous n'êtes pas chirurgien. Est-ce que le fonctionnement à Dakar, et je crois, d'après ce que j'ai vu quand j'y suis allé, est similaire au nôtre, où il y a des problèmes de matériel, de mise à disposition, aussi bien de drogue utiles pour faire de la chirurgie et de la médecine, notamment en cancérologie, et du matériel technique, des devices divers et variés? Ils ont des gros problèmes ou pas trop? Nous en avons beaucoup. Nous en avons beaucoup. Les médicaments sont payés par les malades. Le Sénégal a mis en place la couverture maladie universelle depuis 2015. Mais pour l'instant, elle ne s'applique qu'aux enfants de moins de 5 ans et aux adultes de plus de 60 ans. Et encore. Le remboursement des structures de santé pose beaucoup de problèmes. Donc, entre les deux, les malades paient de leur propre poche, incluant les médicaments. Et très peu d'entre eux ont une assurance maladie parce que travaillant dans le secteur privé, vous avez cité le secteur informel qui est très développé chez nous. Donc l'accès aux médicaments pose un véritable problème. Nous avons les faux médicaments, nous avons les médicaments importés de... Tu vois, s'il y a une demande solvable et s'il y a une économie, les gens ils vont aller chez le pharmacien, va réouvrir son échoppe. Ils ne vont plus aller acheter le médicament au marché. Il faut absolument arriver à trouver
le modèle économique, et ça c'est quelque chose que l'Europe peut apporter. Et après, les initiatives locales et la demande locale s'adaptent, l'offre s'adapte à la demande locale, etc. Mais c'est vraiment cette structuration économique du secteur qu'il faut apporter et qui est urgente. Parce que si ce n'est pas fait, le dividende démographique, comme on dit, de l'Afrique, dont tout le monde dit la population va doubler dans 20 ans, 30 ans, donc il devrait y avoir de la croissance, ça c'est le truc des économistes et des démographes. Mais ce dividende démographique, il va disparaître. S'il n'y a pas cette base de protection sociale et de santé, le dividende démographique, il ne se réalisera pas. Ce qui serait évidemment un gâchis humain terrible, mais un gâchis économique à l'échelle de la planète aussi. Je voudrais profiter de vous deux sur le plan économique pour que vous me parliez un peu de... Est-ce que vous croyez qu'en Afrique, des crowdfunding, enfin, ou des financements participatifs, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, est-ce qu'il y a des microéconomies dont on a beaucoup parlé? Oui, j'ai fait beaucoup de... Ça m'intéresserait beaucoup que vous nous donniez votre opinion sur la microéconomie en Afrique. Oui, alors on a fait beaucoup de choses en microfinance et microassurance en Afrique, et j'y ai participé avec d'autres, enfin on a fait beaucoup de choses. Ça résout partiellement le problème. La microfinance, c'est une femme qui se lève le matin, qui va au marché acheter à manger, qui prépare le repas pour 30 à 50 personnes autour d'elle, les petites entreprises, les échoppes, etc., et qui le soir rembourse l'établissement de microcrédit. Et puis elle vit de son surplus. Et on voit que ça compense partiellement l'absence de cash et de liquidité, mais sur des cycles qui sont extrêmement courts et qui ne sont pas suffisants pour lui permettre d'investir, d'acheter un haut fourneau, enfin je sais pas, d'acheter des chaises, de s'équiper, de devenir un restaurant au sens réel du terme. Et tout est un peu comme ça. Donc il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de promesses de nouvelles technologies, mais il y a une réalité pratique, c'est que ça manque de cash. Mais ça manque de cash dans des proportions que vous n'imaginez pas. La population d'un pays africain comme le Sénégal, mais les autres aussi, c'est en gros 80% de la population est rurale. 60% du PIB est d'origine agricole et moins de 5% des crédits à l'économie vont à l'agriculture. Donc le problème, il est tout de suite décrit là. Enfin, c'est là qu'il y a un véritable problème. Le problème de l'Afrique, c'est pas l'intelligence, c'est pas l'initiative, c'est pas le manque d'éducation, c'est pas l'ardeur à vouloir faire. Tout le monde travaille en Afrique, il n'y a pas de système de chômage, donc tout le monde travaille, tout le monde se lève, tout le monde travaille. Mais alors c'est du travail qui n'est pas forcément productif et qui ne suffit pas forcément à vivre, mais tout le monde travaille. Et le problème de l'Afrique, c'est ça, c'est le manque de liquidité, le manque de système et d'infrastructures économiques et sociales. Et c'est quelque chose où il y a quand même un savoir-faire en Europe, pas forcément en France d'ailleurs, mais il y a un savoir-faire en Europe qui est considérable, et nous n'aurions qu'avantage réciproque à avoir une ambition. Ça débouche sur on va déborder un petit peu puisqu'on n'a malheureusement pas assez. Ça débouche sur quelque chose. Non, on a la future ministre du Sénégal, mais on n'a pas la ministre. J'aimerais bien avoir un peu votre avis. C'est que c'est vrai que nos pays francophones souhaiteraient beaucoup. Je déborde sur la francophonie et notre part d'Afrique qui nous est chère et qu'on connaît bien, puisque ce sont des pays qui nous sont très attachés pour notre histoire et votre histoire. Et quand on voyage, on s'aperçoit qu'il y a eu pendant un moment une emprise soviétique extrêmement importante. Je crois qu'elle a quand même diminué, sauf dans certaines parties de l'Afrique. Et je voudrais savoir un peu, parce que vous en avez laissé sous-entendre ce matin que alors là, c'est peut-être un peu provocateur de dire ça, mais qu'il y a un marché, entre guillemets, dans les deux sens, parce que nous, on récupère beaucoup de choses de chez vous. Et comment vous voyez les choses face à l'empire américain et chinois en Afrique? Non, mais il y a un marché. L'Afrique, c'est 400 milliards d'import-export, dont 250 à peu près avec l'Europe et 150 avec la Chine. Donc c'est pas du tout négligeable. C'est des choses. Il n'y a pas de redistribution, ça ne va pas aux populations, etc. Mais c'est loin d'être négligeable. Et il n'y a pas de honte à dire il y a un marché. Il y a un marché de la santé en Afrique et il faut le développer. Il faut simplement auparavant mettre les infrastructures économiques et sociales qui permettent d'organiser une sécurité sociale privée ou publique. Mais est-ce que vous croyez, pour faire plaisir à Guy, qu'on va là aussi être en retard par rapport aux deux autres grands qu'on cite toujours, que sont la Chine et l'Amérique? Vous voulez dire la France ou l'Europe? Non, on peut dire l'Europe, puisqu'ici on est en train de discuter de l'Europe, mais la France est très impliquée en Afrique. Je ne pense pas qu'on soit en retard. On sera peut-être en retard parce qu'on ne fera rien, et l'inaction et l'impéritie et notre autocentrisme terrible. Mais on est les seuls à pouvoir apporter ça, parce que c'est le parfum de l'Europe, la protection sociale, l'organisation sociale et économique, c'est le parfum de l'Europe. Et on voit bien que ce n'est pas encore celui de la Chine, que ce n'est pas tout à fait quand même celui des États-Unis. Et que ça serait pas un retard, ça serait un rendez-vous manqué.
D'accord. On va peut-être terminer sur une question qui... Ça y est, elle est là. Madame la ministre est arrivée. Alors, oui, je suis là. Bonjour, Madame le ministre. On est très, très heureux de vous avoir avec nous. Et puis surtout, on est très admiratif de ce que vous avez fait pour votre pays. Et on aimerait que vous nous expliquiez un petit peu comment, à l'époque où vous avez été ministre de la Santé, en 2016 notamment, vous avez monté autour de Kigali ce merveilleux complexe hospitalier, et comment vous avez fait qu'il y ait une évolution aussi rapide de l'installation du système de santé au Rwanda. Et puis les difficultés que vous avez eues. Oui, merci. Je voudrais tout d'abord remercier pour cette opportunité de parler des progrès de mon pays, le Rwanda, dans le système sanitaire. Un progrès qui, franchement, a vraiment commencé après le génocide de 1994. Et, on attribue ce progrès à la volonté politique, mais aussi au travail ardent de toute la population, de tout le personnel médical et paramédical, mais aussi surtout à la construction d'un système de santé qui est basé au niveau de la communauté, qui a permis de diminuer le défi qu'on avait des maladies transmissibles, les maladies infectieuses. Aujourd'hui, nous avons un système communautaire. Nous avons 3 animateurs de santé communautaires qui interviennent au niveau des ménages. Ils ont été formés pour le diagnostic du paludisme, qui est en fait un fléau en Afrique, le traitement du paludisme, l'administration des médicaments contre les diarrhées, la sensibilisation de la population, mais aussi l'administration des produits utilisés pour la planification familiale. Donc, tous ces efforts au niveau de la communauté ont contribué à une solidification du système de santé communautaire au Rwanda. Mais il y a eu aussi un grand effort dans la construction, dans la rénovation des infrastructures qui étaient détruites. On a mis l'accent sur la formation du personnel médical. Et aujourd'hui, on compte plus de 95% des enfants qui sont vaccinés comme il faut. 93% des jeunes filles qui sont vaccinées contre le cancer du col. Combien ? 91%. Pardon ? Ben, c'est la honte française. Vous savez que nous sommes à moins de 23%. Ça, c'est bravo, bravo. Et nous avons une assurance maladie qui couvre 91% de la population rwandaise. Et en fait, ça aussi, ça a fait qu'on a vraiment avancé en ce qui concerne la réduction de la mortalité maternelle et infantile. On a aussi un système basé sur les contrats de performance. Chaque personnel dans le domaine public et même dans le domaine privé signe un contrat de performance basé sur des indicateurs clés qui sont définis au départ. Et chaque personnel doit signer avec son superviseur. Par exemple, moi, en tant que ministre de la Santé, et les autres ministres aussi, on signe un contrat de performance avec le président de la République. On doit travailler en fonction de ces objectifs. Et si vous avez mal travaillé on est mal coté. Et les données le prouvent, hein, et les données le montrent. Donc, comme on dit, les données sont les données sont là, elles parlent. Donc, on doit travailler. Le gouvernement appuie. Le gouvernement rwandais investit 16% de son budget dans le système de santé. 16%. Donc, c'est vraiment un des domaines qui ont l'appui du gouvernement. Et il n'y a presque pas d'excuses, en fait. Non, mais c'est très impressionnant de voir que vous êtes un pays qui met effectivement 16% de son PIB dans sa santé, puisque je suppose que c'est plus pour... D'ailleurs, si on faisait une comparaison, par exemple, à un pays qui serait presque équivalent, les États-Unis, je pense que vous, c'est plus dans la structure du système, et en particulier cette couverture de 92% de la population qui est extrêmement impressionnante, si vous voulez. Mais est-ce que vous il pouvez faut aussi que je... Oui. Je voulais aussi souligner quand même la collaboration avec des partenaires dans le domaine de la santé, comme la coopération technique belge qui appuie le système de santé au Rwanda, le CDC, le PEPFAR, le Global Fund, l'USAID.
on a quand même de bons partenaires qui appuient les efforts rwandais, les initiatives rwandaises. Donc, on ne travaille pas en isolation. Est-ce que vous avez des relations avec votre pays qui vous voisine au sud maintenant, le Burundi, ou pas du tout? On a des Pour la relations... santé, j'entends, hein, je ne parle pas pour autre chose. Oui, autre chose. Oui, bien sûr. Par exemple, pour la lutte contre le paludisme, on ne peut pas lutter contre le paludisme en isolation. Les relations ne sont pas vraiment au top, comme on le voudrait, mais on collabore bien avec mes pairs ministres de la Santé. Et là, maintenant, on est en train d'élaborer une stratégie de lutte contre le paludisme, stratégie régionale, avec l'appui de l'OMS. Bien, mais écoutez, vous peut-être poser une question sur le plan économique, puisque je crois que vous connaissez bien ce pays, Madame vous voulez la c'est féliciter. passionnant. Tout le monde est ici très sensible à la réussite du Rwanda en matière de santé. Ce n'est pas des mots, c'est vraiment très, très important. C'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Moi, j'ai 2 questions. Un, c'est quoi l'avenir? Et est-ce que vous allez généraliser ça, être un peu des ambassadeurs de ce modèle dans d'autres pays africains? On a vu qu'en mars, votre président et votre gouvernement ont pris une initiative absolument incroyable de libre-échange entre 44 États africains. C'est un truc qui était... Et ça s'est bouclé en moins de 6 mois, cette affaire. Est-ce que vous avez un peu une vocation d'ambassadeur de la santé en Afrique? Ça, c'est peut-être un peu ma première question. Et quel est le futur au Rwanda? Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que le Rwanda, demain, va être la Suisse. La Suisse déjà médicale de l'Afrique? vous êtes considéré comme la Suisse de l'Afrique, je pense que C'est vous plus voudrait propre. bien. Kigali est plus propre que Genève, je peux en témoigner. L'avenir, je dirais que l'avenir, le plus on avance, le plus on rencontre des difficultés parce qu'il faut maintenir les gains, il ne faut pas reculer. Et ça, il faut déployer de tous les efforts pour assurer un avenir positif au Rwandais. Mais je dirais que là, on fait face au défi des maladies non transmissibles. Avec, en fait, on a réussi en luttant contre les maladies transmissibles, les maladies infectieuses, on a réussi à étendre l'espérance de vie à 66 ans au Rwanda. L'espérance de vie était à 28 ans, à 94, au moment du génocide. Et là, maintenant, on a une espérance de vie de 66. Vous comprenez là qu'on fait face au diabète, au cancer, aux maladies cardiovasculaires. Donc là, c'est vraiment notre souci majeur. On essaie d'investir et vous savez que le traitement de toutes ces maladies connotation chronique, c'est des traitements qui sont chers. Donc, on doit ajuster notre mutuelle de santé, on doit ajuster nos politiques pour affronter ces problèmes qui commencent à se faire sentir en fait. Donc, c'est un exercice qu'on est en train de faire, mais ce n'est pas évident parce que, comme je l'ai dit, ça coûte cher. On mise surtout sur la prévention des maladies non transmissibles. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de se tourner sur une politique préventive. Je peux partager une expérience 2 fois par mois. Le premier dimanche et le 3e dimanche, on laisse de côté les véhicules, on marche à travers les villes du Rwanda, on fait du sport, le président se joint à nous, la première dame se joint à nous, tout le monde se rejoint autour du sport. Et ça, c'est un message fort pour la population et ça commence à prendre. On espère que ça va jouer un rôle important dans la diminution de ces maladies non transmissibles. Permettez-moi... Permettez-moi, avant que vous nous quittiez, de vous poser une question qui touche aussi un peu à la santé. C'est comment est organisé votre système de formation des médecins? Vous avez encore combien de pourcents qui partent à l'étranger? Comment marchent vos facultés actuellement? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la façon dont vous êtes organisé? Est-ce que les Belges se sont très investis dans l'enseignement ou... Absolument. Par exemple, moi, je suis un produit de la formation des Belges. J'ai fait l'ULB, j'ai fait l'hôpital Saint-Pierre. Je suis pédiatre. Donc, dans le temps, on avait vraiment un appui des Belges au niveau de l'éducation des médecins, des infirmiers. Mais aujourd'hui, on est en train de chercher, de renforcer cette collaboration avec les pays européens et même les États-Unis. Mais on a des universités qui forment les médecins, qui forment des infirmiers, qui forment les paramédicaux. On essaie de produire le plus de médecins possible et on met l'accent sur la qualité. Mais je dois avouer quand même qu'on a très peu de spécialistes
on n'a pas encore atteint les normes requises quant au nombre requis par rapport à la population rwandaise. Donc, on a un défi. Est-ce que vos spécialistes vont se former à l'étranger, mais est-ce qu'ils reviennent? Parce que c'est un des grands problèmes dans notre collaboration, souvent avec les pays étrangers, c'est que parfois, quand ils viennent, ils ne repartent pas au pays d'origine, ce qui nous choque profondément d'ailleurs. Parce que au Sénégal, c'est un peu pareil, on a conservé parfois des Sénégalais. Oui. Si vous avez on a fait dans le temps avec la coopération technique belge, les médecins allaient se faire former en Belgique. Mais pour la dernière année, on exigeait qu'ils reviennent. Pour avoir le diplôme, il fallait revenir au pays, faire sa thèse au Rwanda. Il y a beaucoup de cas de recherche. On a des possibilités de faire de la recherche ici. Donc, la dernière année se fait ici. Et aujourd'hui, on envoie des médecins en Afrique du Sud, en Chine, même aux États-Unis. Mais il y a cette volonté des Rwandais de reconstruire notre pays, en fait, l'histoire par laquelle on est passé à affermir le patriotisme des Rwandais. On en a qui restent à l'extérieur, mais ils sont peu nombreux. Je n'ai aucune vocation politique, mais je formule le vœu que, si vous voulez, notre pays se rouvre à vous, parce que je trouve que c'est un pays exceptionnel. Le Premier ministre va arriver, malheureusement, il n'entend pas ça. Mais je pense que la collaboration avec le Rwanda a été très triste, la relation avec la France. Mais par contre, on est tout à fait prêt à participer avec les Belges à la formation des étudiants rwandais. Et ceux qui sont dans cette salle, qui sont susceptibles d'accueillir des médecins rwandais, sont bienvenus. Enfin, moi, j'ai un amour profond pour votre pays. Je vous le dis sincèrement à titre personnel, je pourrais vous le raconter. Donc, je voudrais qu'on félicite la ministre de la Santé parce qu'elle a vraiment réussi une prouesse. C'est tout à fait remarquable. Merci. On a quand même une collaboration avec la France à travers le professeur Maresco. Oui. Le professeur Maresco, je ne sais pas si vous le connaissez. Et vous êtes vous-même allé à Strasbourg? Je suis allée à Strasbourg. Voilà, très bien. Mais écoutez, on était très... Ça commence à venir. On était très heureux de vous avoir et on est vraiment très admiratifs de ce que vous avez fait pour ce pays qui a souffert tellement pendant une dizaine d'années d'un conflit qui était vécu vraiment de façon insupportable. Et ceux qui aiment l'Afrique ont été très très malheureux. Et quand on voit que vous êtes remonté d'une espérance de vie de 25 ans dans cette période si difficile, à 66 maintenant, ça fait plaisir aux gens qui parlent de l'homme augmenté, puisqu'on a augmenté votre survie sans faire d'homme augmenté. Voilà. Merci beaucoup de votre intervention. Merci. Au revoir. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup. Bon, je crois qu'on va conclure, et je propose pour conclure de faire un petit tour de table, et que vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais que vous disiez peut-être en 2 mots comment vous voyez votre propre projet personnel concernant le diabète et votre avenir. On a dit tous que vous allez être ministre de la Santé, mais ça, on va se taire et plus vous embêter là-dessus. Mais comment vous voyez, l'évolution de votre matériel que vous utilisez, et 2, l'avenir du Sénégal concernant la santé dans ses relations internationales, et puis ce qu'on peut nous en tirer de votre pays qui devrait nous amener beaucoup de choses aussi si on prend les choses que vous faites correctement. Je pense que le M-diabète a déjà fait ses preuves sur le plan de son efficacité, de son acceptation, et mérite d'être pérennisé. Donc il faut trouver les moyens de continuer. Je pense que l'exemple du Rwanda montre suffisamment que beaucoup de problèmes de santé en Afrique sont souvent imputés au manque de moyens, au manque de ressources, mais il y en a beaucoup qui relèvent simplement d'un problème d'organisation, de volonté politique et de leadership. Si vous voulez bien nous rendre les médecins sénégalais qui sont restés chez vous, je pense qu'on devrait les encourager à venir travailler avec nous pour faire avancer tous nos projets. Alors vous n'étiez pas très branché sur la santé, mais je pense que ce soir, en rentrant en discutant avec vos collaborateurs, vous allez vous intéresser aux start-up de santé. Quelle est un peu votre réflexion de ce que vous venez d'entendre, et puisque je sais que vous travaillez dans le monde entier, vous nous dites aussi peut-être quels sont les rapports entre l'Afrique et les autres pays émergents comme l'Inde, où vous participez également. Oui, je pense d'abord, j'aimerais bien que ce projet est sorti de votre carte de visite, quelque chose indépendant. Absolument. Je pense que ça va prendre quelqu'un avec une personnalité tellement altruiste, si on dit ça en français, altruistique. Altruiste, voilà. Je pense que c'est très difficile à faire parce qu'ils vont dire, OK, on va sortir ce projet dans une boîte indépendante qui va grandir, qui va peut-être aller au niveau international, mondial.
Donc, ça ne va plus être un projet du gouvernement. Donc, je pense que ça va être très dur de prendre le pas, mais c'est ce qu'il faut faire si vous voulez que ce soit un projet pérennisé, comme vous dites. Et puis, pour moi, de ce que j'ai sorti de cette discussion, je pense au niveau du reverse innovation. Je pense, comme on a entendu, c'est très difficile, l'Europe vers l'Afrique, de porter des technologies parce qu'ils ne sont juste pas adaptés. Et pour moi, ça doit être les fondateurs, ça doit être les entrepreneurs de l'Afrique qui vivent avec les problèmes jour à jour, qui vont trouver les solutions. Puis pour innover, je ne sais pas vous, mais ça prend une énergie énorme. Vous êtes bien soutenus, mais les entrepreneurs qui n'ont pas le soutien du gouvernement, c'est 4 ans, c'est 10 ans, c'est 20 ans de leur vie où ils vont souffrir pour innover. Donc, je pense que c'est très dur pour l'Europe à innover pour ces problèmes parce qu'on n'est pas là, ce n'est pas nos problèmes à nous, donc ce n'est pas assez personnel. Mais du coup, l'Europe vers l'Afrique, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il y a beaucoup de soutien. Pour moi, ce n'est pas qu'une question d'argent. Nous, on voit au niveau culture d'entreprendre, ça manque encore beaucoup en Afrique. Et là, on peut beaucoup aider avec les formations, avec les programmes, avec les événementiels. Comme ça, pour les entrepreneurs en Afrique, il y a beaucoup à faire juste au niveau culture, ça ne coûte rien. Merci beaucoup. Ici, Monsieur Albouy, non, mais j'aimerais même que moi, vous ce que je concluiez, souhaite, c'est que tu je dégages la méthodologie, parce que tu as appris beaucoup de choses sur le diabète et comment on fait un programme de diabète, et que c'est ça l'objet de l'entreprise qui sera généralisé sur toute l'Afrique du programme M-Diabète. Merci. Bien, merci beaucoup. J'attends Guy Valencien, mais il ne doit pas être loin. Et on...